Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter aujourd'hui un article qui parle ici essentiellement des résultats financiers de Pernod Ricard. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il se passe. Est-ce que c'est le moment de paniquer ou quoi que ce soit, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé en général au cours du précédent trimestre et à quoi s'attendre à court terme? Donc, ici, c'est commenter juste l'article. Après, on passera à peu près dans les rapports financiers, histoire de voir à peu près si on a manqué quelque chose, parce que j'ai une question concernant les volumes. Donc, on voit que du Pernod Ricard, c'est moins 6 points, c'est moins 6% ici. Après, ça veut rien dire du tout. OK? Le plus important maintenant, c'est est-ce que le business, le trimestre précédent, a réussi à se maintenir? Donc, on va commenter cet article rapidement. Pernod Ricard accuse la plus forte baisse de l'indice CAC 40 jeudi. Donc, le fabricant de spiritueux s'étant montré prudent pour le début de son exercice décalé de 2023-2024. Donc, le groupe a en outre fait état d'un résultat opérationnel courant inférieur aux attentes des analystes lors de l'exercice clos le 30 juin dernier. Donc, quand les résultats sont inférieurs aux attentes des analystes, ce n'est jamais bon. Mais essentiellement, quand on regarde le résultat inférieur aux attentes des analystes, les analystes attendaient à combien? On a eu combien? Et regardez bien la différence ici. D'accord? Il faut également se dire une chose. Ce n'est pas l'entreprise qui a raté la cible des analystes. Ce sont les analystes qui ont raté la cible. D'accord? Parce qu'ici, c'est pas facile de faire des prévisions. D'accord? Ce n'est vraiment pas facile. Donc, faites attention aux entreprises qui atteignent généralement la cible des analystes exactement comme c'était prévu. D'accord? Ça sera soit on dépasse, ça sera plus souvent le cas, on va généralement dépasser, ou bien on aura quelque chose en dessous. OK? Le juste milieu, ça prête parfois à interrogation. OK? Mais bon, c'est pas le hasard également, ça arrive. L'environnement reste difficile sur l'exercice 2023-2024, a indiqué le PDG de Pernod Ricard, Alexandre Ricard, cité dans un communiqué. Donc, le groupe s'attend à un démarrage modeste de son chiffre d'affaires au premier trimestre, du fait notamment d'une base de comparaison élevée avec des ventes attendues en baisse aux États-Unis et en Chine. Donc, quand on parle de base de comparaison élevée, ça veut dire que l'année précédente, c'était tout simplement exceptionnel. OK? Donc, si on compare avec cette année, cette période-là, voilà, on aura tendance ici à avoir des informations qui ne sont pas, qui ne reflètent pas la réalité du business, ok? Donc maintenant, à vous de voir pourquoi est-ce que c'était l'année, la base de comparaison était élevée, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé l'année précédente ici? Je ne me rappelle pas, sans doute on l'a commenté l'année précédente également, mais moi je ne me rappelle pas, d'accord? Pernod Ricard a précisé s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires diversifié sur l'ensemble de l'année 2023-2024. Donc, Pernod Ricard anticipe également une croissance interne de sa marge opérationnelle courante sur l'exercice 2023-2024. J'aime bien ça. Quand on parle d'augmentation des marges opérationnelles, ça veut dire soit on devient de plus en plus efficient, soit on augmente les prix ici. OK? Mais il faut vérifier si l'effet volume également suit. Donc, dans ce contexte, dans un contexte de diminution des tensions inflationnistes et des effets de change défavorables, donc diminution. Donc, ça veut dire que ça peut avoir tendance à augmenter les marges. Donc, on parle de tension inflationniste, c'était au niveau des matières premières. D'accord? Que ce soit au niveau de matières premières, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ce genre de choses-là, d'accord? Ou bien de la chaîne logistique également. Donc, le groupe prévoit aussi des dépenses d'investissement de capital d'environ 800 millions à 1 milliard d'euros et des niveaux d'investissement dans les stocks stratégiques similaires à l'exercice précédent. Donc, quand je vois ça, j'aimerais savoir à peu près, est-ce que le CAPEX de Pernod Ricard est le même que d'habitude? Capital expenditure, où est-ce qu'on a ça? Voilà, je prends sur les 12 derniers mois. On voit ici qu'il augmente. Oh, il est plus élevé que la moyenne. Maintenant, il faut regarder ça en termes de pourcentage. Capital, CAPEX. En termes de volume, il est plus élevé que la moyenne, c'est normal, mais le revenu ici est croissant. Donc, faites attention, il faut toujours comparer en termes de pourcentage également. Et on voit ici que en moyenne, sur les 20 dernières années, on a un CAPEX qui représente à peu près moins de 4% ici du revenu. Et vous constatez que sur la période à partir de 2017, d'accord, on peut le dire comme ça, donc je vais mettre ça annuellement, voilà, donc à partir de 2016, oui, c'est 2016. Donc, à partir de 2016, ici, on commence à avoir un CAPEX au-delà de 4%. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est un CAPEX c'est une dépense en capital de croissance? Donc, peut-être qu'on a que de construire de nouvelles usines, des choses comme ça. D'accord? Donc, il faut aller vérifier cela. Parce que si ça devient la nouvelle norme maintenant, il faut faire attention. Donc, pendant qu'on est là, c'est également bien de regarder la marge brute ici, qui est plutôt stable sur les derniers mois, alors que le revenu est tout simplement de plus en plus élevé. Maintenant, il faudra aller vérifier
Pourquoi? D'accord? Donc, est-ce qu'il y a eu un effet volume ici? Parce que normalement, quand on parle d'augmentation des prix, on devrait également avoir dans une certaine mesure une augmentation des marges brutes. Mais au moins, on peut déjà voir ici qu'il y a une certaine stabilité. C'est déjà une bonne chose. Donc, si on a peut-être augmenté les prix ici, ça nous a permis d'atténuer ici la hausse des coûts de production. Donc, on revient sur l'article, juste pour le terminer rapidement. Ici, qu'est-ce qu'il mentionnait encore? Donc, le groupe également a annoncé qu'il rachèterait au cours de l'exercice 2023-2024 pour 500 à 800 millions d'euros de ses propres actions. Donc, quand on voit un rachat d'actions ici, généralement, une entreprise rachète ses actions quand elle pense qu'elle est sous-évaluée. D'accord? Que les actions sont bon marché. Donc, faites attention. Ça ne veut pas dire qu'elle le fait toujours exactement à ces moments-là, mais il est judicieux de toujours le faire uniquement quand on est sous-évalué. Sinon, on gaspille du cash pour rien. Sinon, parfois, c'est mieux de juste augmenter le dividende. D'accord? Donc, faites attention. Ici, est-ce qu'on pourra dire ici que Pernod Ricard est surévalué? On ira voir ça tantôt à la fin. Alexandre Ricard s'est dit confiant dans la capacité de Pernod Ricard à atteindre ses objectifs à moyen terme, confirmé jeudi. Donc, quels sont ces objectifs-là? Donc, les exercices 2022-2023 et à l'exercice 2024-2025, Pernod Ricard vise toujours une croissance de son chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette comprise entre 4% et 7% et une expansion de la marge opérationnelle courante de 50 à 60 points de base, donc soit 0,5 à 0,6%. D'accord? Donc, moins d'1% par là. C'est beaucoup en termes d'augmentation des marges quand vous le posez par rapport aux revenus ici. Donc, si on a des revenus de combien en date d'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas se dire, oh, mais c'est rien du tout ça. Non, ça peut avoir un gros impact sur les bénéfices nets. On a près de 11 milliards. Donc, disons même qu'on a 10 milliards ici. 0,5 ici de 10 milliards, ça représente quoi? On ne sera pas loin ici de combien? On va prendre ça, 11 milliards, tac, ça fait 0,005, d'accord? Donc, ça nous donne ici quelque chose aux alentours de 55 millions. Ce 55 millions-là, si vous le prenez, voilà, on a tendance, ici, c'est un business qui s'échange vraiment ici à 20, 25 fois les bénéfices. Admettons, on met 25 fois les bénéfices, ça fait 1 milliard 375 en supplément. D'accord? À 25 fois les bénéfices. Donc, c'est pas rien. OK? Ce n'est pas rien du tout et ça représente ici par rapport à la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui juste ce 0,5%. Là, on a 50 milliards ici, c'est quand même 2,75% en supplément. OK? Alors, en termes de valeur créée, mais bon, ça c'est à 25 fois les bénéfices. Hein, donc, toujours aller vérifier pourquoi est-ce que c'est change d'ailleurs à 25 fois les bénéfices. Alors, je reviens sur l'article. Maintenant, donc on était à quel niveau ? Alors, 50 points. Donc, la croissance portée par la hausse des prix. Sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, le propriétaire du whisky Jameson, de la marque de la vodka Absolut et du cognac Martell a réalisé un chiffre d'affaires de 12,14 milliards d'euros, en hausse sur un an de 13% en données publiées et 10% à taux de change et périmètre constant. Donc, les ventes du groupe ont bénéficié d'importantes augmentations de prix, plus 8%, tandis que les volumes ont affiché une hausse de seulement 1%. Ce n'est pas bien grave. L'augmentation des prix, légère augmentation des volumes. Ça veut dire qu'on a encore une marge de manœuvre en termes d'augmentation des prix. Ça peut être encore intéressant. OK? Donc là, elle a décidé d'utiliser son pricing power. Et ça se voit. J'aime ça. D'accord? Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé sur un an de 15% en données publiées et 19% sur une base organique à 2,63 milliards d'euros. Donc, le groupe anticipait une forte croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Donc, le résultat opérationnel courant a augmenté de 11% en données publiées et sur une base organique lors de l'exercice clos en fin juin 2023 à 3,35 milliards d'euros avec en données organiques un maintien de la marge brute et une augmentation de la marge opérationnelle courante. Si la marge brute est maintenue et que la marge opérationnelle augmente, ça veut dire ici que on a réalisé des économies de coûts. OK, soit on a réalisé des économies de coûts, soit les dépenses opérationnelles sont restées à peu près stables. De toutes les façons, c'est une bonne information. L'entreprise devient de plus en plus efficiente. On aime ça. C'est-à-dire que si on continue à augmenter les revenus, ça pourra faire avec le maintien des marges opérationnelles, pas les marges opérationnelles, le maintien des dépenses opérationnelles stables ici, on pourra avoir des marges nettes plus élevées. D'accord? Marge nette, marge opérationnelle également plus élevée. Donc, c'est une bonne information. Si cette progression est supérieure aux attentes du groupe qui visait une hausse de 10% de son ROC, d'accord,
Les analystes anticipaient pour leur part un ROC, donc résultat opérationnel courant de 3,47 milliards d'euros selon un consensus établi par FactSet. Donc les analystes, eux, ils ne sont pas très contents. Mais on s'en fout en fait. Enfin, quand je dis qu'on s'en fout, techniquement, les résultats sont corrects, d'accord? Faut pas exagérer non plus. Donc, le résultat net part du groupe a cru de 13% en 2022-2023 à 2,26 milliards d'euros. Dans ce contexte, Pernod Ricard a annoncé le versement d'un dividende de 4,40. Ça, c'est pas important. Augmentation de 14% sur un an, blablabla. Donc, selon le consensus, ce FactSet des analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 12,13 milliards d'euros et un dividende de 4,68 euros par action. Donc, ils sont pas contents parce que le chiffre d'affaires est moins élevé que prévu. Techniquement, on s'attendait à 12,13. On a eu combien en fait? Attendez, c'est 12,13? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 12,14, donc ça va, là, c'est même correct. Bref, je comprends pas pourquoi ils sont pas contents. Ou bien c'est parce que les perspectives ont été pas revues à la baisse, mais voilà, on est un tout petit peu prudent par rapport aux perspectives de croissance ici, et c'est tant mieux. Surtout que c'est une entreprise familiale, donc ils sont pas ici là pour plaire aux analystes, ok? Ils ont une vision à long terme et j'aime déjà ça. Ok, donc pour moi, je pense que ces résultats-ci sont assez corrects à mon goût. Ok, juste le fait d'avoir des marges ici assez stables, c'est parfait, c'est correct pour moi. D'accord, avoir un effet prix positif et un effet volume positif, c'est déjà assez correct. Donc on peut également, qu'est-ce qu'on peut également rajouter ici? La croissance dans toutes les régions, volume, prix et mix, donc c'est parfait. Donc la région où il y a le plus de croissance, c'est bien ici. L'Asie, le reste du monde ici, assez intéressant. Donc, il y a encore une marge de manœuvre ici. Donc, 42% des revenus quand même, hein, c'est bien. Quelle est l'importance par rapport au volume ici? J'aimerais bien aller voir ça également de ce côté-là. Après, vous avez les divisions sur lesquelles on a le plus de croissance ici. Donc, la gamme whisky, la gamme vodka, les gins également. Voilà, les cognacs également, Bon, je vous laisse aller lire ça, c'est sûr que vous allez vous amuser avec ça ici. Ok, dans l'ensemble, c'est eux qui font ça? Waouh. Dans l'ensemble, les résultats sont corrects. Franchement, les résultats sont corrects. Maintenant, Pernod Ricard s'attend à une augmentation des prix, d'accord, pour l'année précédente, l'année prochaine. Donc, on peut déjà se dire ici, il y a de fortes chances que les marges augmentent également. Donc, si on part de ce postulat-là, on va essayer de regarder ici, est-ce que Pernod Ricard est correctement ou légèrement correctement évalué, surévalué? Qu'est-ce qu'on attend? Ça me rappelle une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec un de nos abonnés, parce qu'il disait que j'étais un peu trop dur avec Pernod Ricard, parce que je m'attendais à un 130 € ici pour prendre une décision d'investissement. Et ce que je disais tantôt, c'est que nous sommes tous des investisseurs différents. C'est pour ça que je prends souvent la peine d'expliquer le raisonnement derrière ces chiffres-là. Ok, les chiffres que moi je choisis. Donc, vous ne devez pas également oublier que je peux également être influencé de manière positive ou négative. Ne l'oubliez pas. En supplément de ça, c'est pas parce que on ne sera pas forcément d'accord sur sur un business que ça ne sera peut-être pas un bon investissement pour vous. Ok? Moi, j'ai pas de boule de cristal pour le futur. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir à peu près le rendement le plus élevé par rapport au prix proposé ici. Et moi, je cherche toujours du 8% de rendement, au moins sur les 2 prochaines années. Et quand je dis 8% de rendement, ça veut dire quoi? Si je suis propriétaire de cette entreprise et qu'elle me reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes, est-ce que je pourrais atteindre le 8% en date d'aujourd'hui? Est-ce que ces dividendes-là, ces bénéfices nets-là pourraient à peu près représenter 8%? C'est ce que je recherche. Et quand je regarde du Pernod Ricard, ça sera à 5,87. Mais la croissance ne s'arrête pas en 2026. D'accord? On pourrait s'attendre à plus que ça dans le futur. Et quand je regarde à peu près les prévisions futures, et il faut faire attention, là ça devient un tout petit peu de guesstimation, on voit ici que les analystes s'attendent à peu près à 8% de croissance sur les années à venir. Mais attention, je constate également que le 8%, c'est par rapport à la croissance précédente. Donc, je vais juste d'abord réduire ça à 4. Je prends toujours la moitié. Je préfère être prudent. C'est un business qui s'échange sur les dernières années à 25 fois les bénéfices. En moyenne, c'est 20 fois. Ne l'oubliez pas également. 25 fois les bénéfices, ça veut dire 4% de rendement. Une entreprise que vous allez acheter à 25 fois les bénéfices ici aujourd'hui, il y a vraiment, j'espère qu'elle a au moins une croissance aux alentours de 8 à 10% par là. OK? Donc, c'est important. Donc, je sais, me connaissant, que je vais avoir tendance à prendre du 20 fois les bénéfices. Mais de toute façon, vous aurez toujours 3 niveaux de PER. Maintenant, à vous de voir qu'est-ce qui vous arrange ou pas. Parce que je n'en sais rien. Le marché peut décider de payer 20 fois les bénéfices, peut-être parce que les taux d'intérêt sont de plus en plus élevés. Parce que quand les taux d'intérêt montent, il est très difficile de payer des multiples de valorisation très élevés.
Par exemple, au Brésil, aujourd'hui, si vous allez au Brésil, on a des taux d'intérêt à 10%. Ça sera difficile de payer une compagnie au Brésil sans croissance à plus de 10 fois les bénéfices. Et encore, je pense même que ça sera un peu moins que ça. Et s'il y a de la croissance, je ne sais même pas si on va arriver à 20 fois. Il faut vraiment que la croissance soit exceptionnellement élevée. Donc, il faut faire attention à ces niveaux-là. Donc, pour Pernod Ricard, groupe mondialement connu, avec un pricing power, n'oubliez pas que ça crée en nous un certain biais. D'accord? On se dit, il y a de fortes chances que ça réussisse, qu'on s'échange au moins à 25 fois les bénéfices. Mais il faut être prêt également à attendre moins que ça. Donc, si on se fie aux 4% de croissance sur les années à venir, jusqu'en 2029, à 25 fois les bénéfices, laissons même la dette de côté, on sera à peu près un prix à 269 dollars. 269 euros, soit une croissance moyenne ici, sans prendre en considération les dividendes, de 5,114%. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas attendre jusqu'en 2029 pour avoir du 5,114%. OK? Mon objectif, généralement, personnellement, c'est en moyenne une quinzaine de pourcents. Je veux doubler mon capital sur 5 ans. C'est l'idée que j'ai généralement en tête quand je prends une position sur une entreprise. C'est le but est de doubler mon capital sur 5 ans. OK? Donc, je ne veux pas faire aussi bien que le marché parce que théoriquement, le but, c'est ça. Et ceux qui disent que non, on est juste là pour le dividende, ça veut dire quoi? Cette entreprise-ci, en 2029, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets, et encore ici, il faut les ajuster parce que là, attendez, ça c'est 2029, n'est-ce pas? On revient à peu près ici. Historical. On a 11,42 € ici. Je pense qu'il y a même une erreur à ce niveau-ci. On a 11,42 € d'ici 2026. Quand je prends Forecast Calculator, 11,42 €, voilà. Et je prends le custom ici. On va mettre reset. Voilà. OK. Donc, estimation, voilà. Donc, je prends l'estimation et je le mets juste à 4% ici. D'accord? Donc, à partir de 2027, mon estimation de 4% est là. Donc, on s'attendrait à 12,85 $. N'oubliez pas que c'est 8%. Donc, j'essaie d'être le moins disant pour ce 8,85. Par rapport au prix actuel, 194,3, ça représente un rendement potentiel de 6,6%. D'accord? Si elle me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes. J'espère que vous comprenez à peu près. Il faut réfléchir en termes de rendement. Si j'achète à 194 aujourd'hui et que je reçois la totalité des bénéfices nets, voilà ce que j'aurai. Est-ce que ce rendement-là est suffisant par rapport à ce que j'espère avoir? D'accord? Moi, je cherche du 8%. OK? De manière raisonnable. Au moins. Et tout en regardant que l'entreprise a la possibilité d'augmenter ces marges-là. Et vous voyez ici que j'étais prudent en prenant du 4%. Si je le mets à 8%, qu'est-ce que je pourrais attendre? Ici, je pourrais avoir à peu près 14,34 €. Si ça se réalise, bien sûr. 14,34 €. Et pourquoi est-ce que ça va se réaliser? Comment est-ce qu'on va faire pour réaliser cela? Qu'est-ce que le business pense? Qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce que le management mentionne? Quel est leur plan stratégique, etc. Il faudrait aller voir ça. Donc, ça prendra 7,40% ici par rapport à 2029. OK? Donc, vous voyez que, dépendamment du multiple de valorisation, ça peut être intéressant. Pourquoi? 25 fois les bénéfices et 4% de rendement. Vous vous souvenez, le premier chiffre, c'était 6,6. 6,6%. 4% de rendement, 25 fois les bénéfices, ça représente quoi? 1,65%. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, attendez. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, c'est bien 6 ans. Donc, exposons 6. 1 divisé par le nombre d'années, 6. Quel est le rendement moyen ici? Ça fait 8,70%. On aurait pu même le calculer comme ça. On prend ça, on le met ici à 25 fois les bénéfices. On a à peu près, ça c'est 11,13% avec le 8% de rendement. Si on arrive à avoir une croissance de 8% en moyenne, on peut atteindre ici un prix aux alentours de 359. Maintenant, si c'est 4%, on peut atteindre un prix de combien? On pourrait atteindre un prix aux alentours ici de 321 $. OK? Maintenant, ça c'est sans dividende réinvesti, sans prendre en considération la dette nette. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision de savoir, c'est un bon business. Est-ce que ce serait fou de payer le prix actuel? Moi, je sais que je peux être difficile en affaires, OK? Mais également, il y a de belles entreprises qu'on ne va pas refuser de payer un certain montant. D'accord? Donc, pour moi, et encore, le prix n'est même pas ajusté par rapport à la variation d'aujourd'hui. Pour moi, je pourrais dire ici que, en étant le plus pessimiste possible, hein, OK, le plus pessimiste possible. Je vais prendre 20 fois les bénéfices, OK, en prenant en considération la croissance espérée. Et les analystes ont tendance à avoir raison ici sur ce business-ci.
même si j'ai des questions par rapport au free cash flow ici, ok? Donc, les free cash flow sont moins élevés que les bénéfices nets, tout simplement parce que la dépense en capital est de plus en plus élevée. Pourquoi? Donc, il faut aller vérifier ça ici. So, je dirais que cette compagnie-ci est à la limite, on va dire légèrement sous-évaluée, à 20 fois les bénéfices. Maintenant, si le marché décide de payer 25 fois, tant mieux. D'accord? So, j'ai essayé d'être assez optimiste ici. On va se dire une chose, c'est que c'est un business qui sera entre 20 et 25 fois les bénéfices, généralement. OK? Dépendamment des taux d'intérêt actuels, bien sûr. Entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK? C'est une belle entreprise. Il y a de fortes chances, comme le monsieur disait tantôt, qu'on récupère nos sommes de départ. J'espère qu'on a pu arranger ça ici. C'est une belle entreprise. Elle a un pricing power, elle peut augmenter ses marges et un potentiel de croissance également en termes de volume. D'accord? Donc, ça peut être intéressant du Pernod Ricard. Maintenant, je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel, mais voilà, j'aurais tendance à peu près à... Je ne refuse pas de payer un tout petit peu plus pour les entreprises qualitatives. Et celle-ci, c'est une entreprise qualitative. OK? C'est une entreprise qualitative. Maintenant, ça ne veut pas dire ici qu'on prend, on achète, ou bien que moi, je vais l'acheter personnellement. Non, pas du tout. C'était pour... Je suis juste... voilà. J'ai essayé de nuancer mes propos de la dernière fois. Et idéalement, et je dis bien idéalement, le prix que moi, j'aimerais payer reste aux alentours ici, voilà... On va rester ici à peu près aux alentours de combien? Voilà, j'aimerais payer en date d'aujourd'hui 150 € l'action par là. OK, idéalement. Mais je sais que le prix actuel n'est pas mauvais non plus. OK? So, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. On n'achète pas une entreprise uniquement en se basant sur les chiffres. On commence par les chiffres pour poser les bonnes questions. OK? C'est une belle entreprise ici. On voit qu'elle a un pricing power. Donc, ça ne serait pas fou de commencer à approfondir nos recherches sur Pernod Ricard. Évidemment, on ne sait jamais jusqu'à quel niveau on peut augmenter ses marges. Quand on dit qu'on ne sait jamais, j'aime bien la gestion familiale qu'on a présentement. Donc, il y a de fortes chances ici qu'on puisse au moins récupérer nos sommes de départ. Le prix n'est pas fou, mais voilà. Si on continue à s'échanger à 25 fois les bénéfices, pourquoi pas? Si on s'échange à 20 fois les bénéfices, c'est pas pire que ça non plus parce que la croissance ne s'arrête pas en 2026. Mais voilà, je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel non plus. En tout cas, c'est pas moi qui paye. D'accord? Je ne sais pas comment les opérateurs de marché vont réagir, mais il y a de fortes chances qu'on récupère sa somme de départ sur ce business-ci. OK? Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, je pense que les résultats ils sont corrects. Hein. Il n'y a pas le moins 6%. Peut-être même ça pourrait donner des idées à quelqu'un. Alors, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.